bienvenue à tous. Ici, l'image de l'Afrique, et vous le remarquez sûrement, l'orange. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la couleur qui a été choisie pour 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, on marque ces 16 jours. Alors, on ne célèbre pas, non, parce que ce sont des jours pendant lesquels on se rappelle qu'une femme sur 3, par exemple, est toujours touchée à un certain moment de sa vie par une violence qui est faite à elle parce que c'est une femme ou une fille. Alors, on essaye de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des violences basées sur le genre. Mais d'abord, un petit coup d'œil sur ce qui a été fait aux quatre coins du continent pour marquer ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et puis, on revient avec mes invités. C'est à Louga, au nord-ouest du Sénégal, qu'ont pris fin les activités de la 24e édition de la campagne des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Sous la présidence de Mesdames Aïssatou Toureba, adjointe au gouverneur de Louga, Diana Ofouana, directrice régionale de l'ONU Femmes, du ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye et de Binta Sissoko Ndoye, adjointe au maire de Louga. En effet, la commune de Louga a accueilli pendant 3 jours le village de la paix qui a impliqué des organismes de santé, de juristes, mais également d'organisations de femmes et de figures emblématiques locales. La campagne, lancée le 25 novembre par ONU Femmes, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous rappelle des faits bruts. Les violences physiques et psychologiques à l'égard des femmes restent nombreuses, massives, dévastatrices et souvent impunies. Les 2 récents prix Nobel de la paix le rappelle inlassablement. L'ambassadrice yézidi de l'ONU, Nadia Mourad, a connu l'esclavage de Daesh et le médecin congolais, Denis Mukwege, soigne les femmes martyrisées. Tous mobilisés pour cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Un combat qui vise à réduire les inégalités basées sur le genre. L'ONG APESA Bénin et CUSO International, aux côtés des élèves du CEG Le Méridien, pour passer le message. La violence faite aux femmes et aux filles a plusieurs visages. Vous et nous ici, nous avons subi la violence et nous la subissons. Même en silence, on subit la violence. Donc ce que je souhaiterais, avec l'appui des autorités de ce collège, c'est que ces jours qui se lancent aujourd'hui portent des fruits. Mais qu'allons-nous faire pour que ces jours portent des fruits? Parce que la violence faite aux femmes et aux filles n'est pas seulement l'apanage des pays africains. Ici au Bénin, au Canada ou ailleurs dans le monde, le problème de violence basée sur le genre est un problème humain.
et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir à l'éradiquer. Pour la présidente de l'ONG APESA, l'engagement de tous dans ce combat s'avère indispensable pour réussir cette campagne. Chers invités, mes chères sœurs, la couleur est la thématique retenue par le secrétaire général de l'ONU. Pour cette célébration renvoie fortement à l'inclusion, à l'humanisme et à notre aspiration à un monde libéré de toute violence. Fondement de notre idéal commun et de ce grand moment de mobilisation et de sensibilisation sur les impacts négatifs de la violence. C'est partant de cet engagement international que je voudrais mettre à profit l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer l'action militante et l'engagement des activismes du monde pour leur importante contribution à l'effectivité des droits humains en général et la protection des droits fondamentaux de la femme en particulier. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille a lancé ce dimanche une campagne de sensibilisation de 16 jours afin de lutter contre la violence faite aux jeunes filles et aux femmes sous le thème « Bâtissons la société que nous désirons en luttant contre la violence faite aux enfants ». Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été consécutif à une marche qui est partie du palais du Parlement à Kimihurura jusqu'au stade Amahoro à Remera où divers messages ont été délivrés. Et voilà, on est parti aux quatre coins du continent. On a jeté un petit coup d'œil sur ce qui est fait pour marquer ces 16 jours. Et aujourd'hui, on en parle et on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui font qu'en 2018, on parle encore d'une femme sur 3 victime à un certain moment de sa vie de violences basées sur le genre. Et c'est avec mes 3 invités. Nous avons Dominique Ouassé Alonga, qui est la fondatrice de Imagine We Rwanda. Merci. Merci beaucoup de m'avoir. Nous avons aussi Lucy Chalkvik, qui est la fondatrice et la présidente du Career Women Network ici à Kigali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pareillement. Et nous avons aussi Prudent Gatera du Guamrek. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, j'aimerais commencer peut-être avec toi, Lucy. On parle aujourd'hui des violences basées sur le genre et on comprend que, bien sûr, elles jettent peut-être ou elles s'attaquent à toutes sortes de femmes. Quelles en sont les raisons selon toi? Je pense que ça commence avec des perceptions de l'homme et de la femme qu'on a dans la société. Et dans beaucoup de pays dans le monde, on voit que la femme, elle est faible physiquement, aussi mentalement. On pense qu'elle a peut-être une intelligence inférieure et qu'elle est peut-être plus promiscue. Donc, ces choses affectent comment on se traite et comment on est aussi traité au travail, à la maison, dans la vie de tous les jours. Alors, on voit que ça touche toutes les femmes à tous les âges. Est-ce que vous pouvez peut-être... Est-ce que tu attestes qu'en réalité, c'est quelque chose qui touche toutes les femmes? Oui. Je pense vraiment que la société, en grandissant, on est convaincu par tout le monde, par les tantes, les enseignants à l'école, les dirigeants de communautés, que en fait, la femme, elle est inférieure que l'homme. Et surtout, même si vous regardez la religion, elle met un accent sur le fait vraiment que l'homme est la tête et la femme, elle est, je ne sais pas, quelque chose un peu plus basse. Et ça renforce cette idée non seulement parmi les hommes, mais aussi parmi les femmes. On se croit effectivement plus faible que l'homme. Et moi, je me dis que c'est complètement faux. Mais on a besoin de commencer à changer ça dans les mentalités des enfants et aussi même des jeunes comme moi et des adultes. Alors, souvent, quand on parle des choses liées à l'inégalité de genre, on dit que ce sont des femmes qui parlent à d'autres femmes. Alors, j'aimerais votre avis, avant qu'on regarde un peu les statistiques, votre avis sur ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de violences basées sur le genre en 2018? Je considère que je suis d'accord avec mes 2 collègues sur la perception qui est là aujourd'hui, mais il est temps de
prendre beaucoup plus conscience. Ces 16 jours qui nous sont offerts dans le pays, c'est un moment privilégié pour que nous puissions tout remettre en question. Chaque citoyen dans ce pays doit s'interroger comment changer, comment changer personnellement, comment bâtir une famille juste et une société beaucoup plus juste où tout le monde jouit des mêmes droits. Et c'est dans ce cadre-là que je me dis, ça doit être le point de départ. Entrons dans cette 16 jours avec une détermination à changer la tendance. Merci beaucoup. Alors ça, c'était juste peut-être pour poser les fondements. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil aux chiffres, parce que les chiffres parlent bien plus que les mots. Et on commence avec le premier chiffre, une femme sur 3. Si je peux avoir les chiffres sur l'écran à la régie. Et donc, ce n'étaient pas les chiffres, mais ça parle bien sûr d'une exposition. Et on va en parler un peu plus tard de l'exposition de l'habit du viol, entre guillemets. Que portaient ces femmes quand elles ont été, par exemple, violées, etc. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant, cette fois-ci, avec les chiffres qui sont liés aux violences basées sur le genre en Afrique et dans le monde. Et on commence, bien sûr, avec une femme sur trois qui est de la violence, et la majorité, 3 fois sur 4, c'est de la part d'un partenaire intime. Voilà, 3 fois sur 4, partenaires intimes. Et on sait qu'une grande partie des femmes et des meurtres de femmes sont faits par des partenaires intimes. 78 pays, seuls 78 pays ont des lois qui criminalisent de manière explicite le viol marital. De manière explicite, dans le monde entier. On parle du harcèlement sexuel aussi. Ça, c'est un chiffre qui nous vient de l'Union européenne. 45 à 55% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel dans la rue ou ailleurs. C'est-à-dire que c'est une enquête qui est faite sur toutes les catégories de femmes. Et la mutilation génitale féminine, au moins 200 millions de filles et de femmes, et ce sont vraiment tous ces chiffres sont des chiffres d'ONU Femmes, qui sont excisées ou qui subissent différentes sortes de mutilations génitales, et la majeure partie le subissent avant l'âge de 5 ans. Et on a aussi le mariage des enfants, voilà, parce qu'une femme, on ne sait pas exactement, dans certains pays, c'est pas très clair ce qu'une femme c'est-à-dire une femme qui peut être mariée. 4 filles sur 10 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, je suppose, sont mariées avant l'âge de 18 ans. Harcèlement sexuel, 154 pays aujourd'hui ont des lois sur le harcèlement sexuel. C'est quand même un pas. Ça veut dire que les autres n'en ont pas du tout. Et donc voilà, et on parle bien sûr des différentes sortes de violences, qu'elles soient physiques, mais aussi sexuelles, psychologiques, qui sont bien sûr des violences qui reviennent aussi sur ce dont on a parlé, par exemple les cybercriminalités, etc., etc. Ce sont des chiffres qui sont assez récents, pour ne pas dire 2018, et ce sont des chiffres peut-être qui nous interpellent chacun. Je commence avec vous, Lucie. Oui, et je voudrais peut-être ajouter ou clarifier que c'est partout dans le monde. Hein. C'est une femme sur 3
En Afrique, c'est une femme sur deux, presque. Voilà, donc ça veut dire qu'entre nous trois, il y a déjà une dame qui a peut-être subi des violences basées sur le genre. Donc c'est très important de noter que ça affecte tout le monde. Ce n'est pas nécessairement qu'on est très pauvre, qu'on est à la campagne, qu'on est seulement affecté. C'est même des femmes avec des bons travaux, avec un bon emploi en ville sont affectées. Donc c'est important de se réaliser cela. J'aimerais qu'on revienne sur les violences de la part des partenaires intimes. La majorité des femmes qui subissent ces violences, c'est de la part de quelqu'un d'intime, pour ne pas dire un époux ou un copain, etc. etc. Est-ce que c'est une question, non seulement peut-être de pouvoir, est-ce que c'est une question culturelle, d'impunité? Qu'est-ce que c'est exactement? Personnellement, je crois que celui qui commet la violence est lui aussi victime de son acte. Et son acte ne le laisse pas indifférent. Il est victime peut-être de ce qu'il a vécu lui-même pendant longtemps et qu'il n'a pas su gérer. Il le transmet et en la transmettant, il contamine toute une société autour de lui. Ses enfants, les voisins, les serviteurs à la maison. Et lui-même, à la longue, il s'autodétruit. Cette personne-là a besoin d'être assistée aussi. L'acte qu'il pose ne le laisse pas indifférent. Il ne part pas indifférent, mais il a besoin aussi d'être assisté et de revenir à l'humanité. C'est ce que nous, au sein de Rwamrek, nous essayons de construire une masculinité positive. Aider les garçons, aider les hommes à développer une masculinité positive qui les aide d'abord, qui les construit eux-mêmes en tant qu'individus, mais aussi qui les aide aussi à poser des actes responsables. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est pas bien, on en parle, on fait des campagnes, etc., etc. Et on a encore, même au sein des générations assez jeunes, qui, soi-disant, sont plus ouverts, etc., on a quand même des actes de violence et quelquefois même plus inouïs que ceux des générations plus vieilles. Pourquoi est-ce qu'on a quelquefois une recrudescence, ou du moins le fait que ça continue? J'étais en train de faire des recherches en ligne sur effectivement la violence sur le genre et surtout sur la femme. Et l'une des raisons qui reviennent, c'est la culture du silence. Et surtout en Afrique, on a une culture assez lourde du silence. Nikozuba quoi. On ne sort pas nos habits sales à la communauté. Et c'est l'isolation de la femme encourage cette violence-là. Et je pense qu'on doit vraiment changer la manière dans laquelle on parle de ça, parce que les coupables de la violence sexuelle, psychologique, physique et tout ça, ils ont une très grande chance de revenir dans la communauté et garder le même statut, exactement le même statut qu'ils avaient avant de commettre cette violence-là. Donc, il n'y a aucune sanction communautaire, il n'y a pas de sens de honte, il n'y a pas de sens de j'ai fait un truc de mauvais, parce qu'ils reviennent, ils sont traités de la même manière, ils ont toujours le micro à Noël, ils ont toujours la parole dans les mariages et même dans les églises et les mosquées, il n'y a vraiment aucun changement. Et il y a un truc qui s'appelle le bystander effect. Donc, il y a 4 personnes qui voient une personne en train d'être violée et on se tait. Et ça, c'est les autres hommes. Donc, les hommes, ils doivent revérifier. Comment est-ce que vous parlez des femmes dans les bars? Comment est-ce que les enseignants parlent des jeunes filles dans les classes? Comment est-ce que les pères encouragent l'aventure parmi les hommes et pas parmi leurs fils et pas parmi leurs filles. Donc, il n'y a pas de pression morale du tout. Quand un homme fait un truc de mauvais, c'est normal. Et un truc qui est aussi assez heartbreaking, c'est que les femmes acceptent la violence. L'année passée, on a lu que 47% des femmes au Rwanda, et ça c'est urbaine et rurale, pensent que c'est juste
qu'un homme les frappe pour des raisons banales. C'est-à-dire la moitié. La moitié, 47%, c'est vraiment... Et ça, c'est normalisé. Éduqué, pas éduqué, rural, urbaine, tout et on parle de ça dans les bridal showers. On accepte l'infidélité. Les femmes eux-mêmes acceptent l'infidélité. Les femmes eux-mêmes acceptent, je pense, comment est-ce que j'appellerais ça, la fainéance dans le foyer. Que l'homme ne fasse rien et qu'elle prenne toute cette émotion, on appelle ça en anglais l'emotional labor. Tu fais toutes sortes de... Travail émotionnel. Oui, et ça devrait changer. Et il y a des tabous qui gardent les femmes dans le silence. Donc peut-être qu'on peut y toucher ce soir, mais c'est vraiment dangereux. J'aimerais peut-être revenir sur le fait que, comme vous l'avez dit, c'est partout dans le monde. Que ce soit en Afrique subsaharienne, dans les pays du Maghreb, etc., mais aussi en Europe, aux États-Unis. On a eu le mouvement MeToo qui a quand même ouvert les yeux de la majorité des gens que même les stars hollywoodiennes vers lesquelles on regarde tous subissent, elles aussi, quelquefois en silence, enfin jusqu'à très récemment, en silence, ce genre de violence. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que, on a parlé de la culture du silence, on a parlé de la masculinité toxique, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, créer un vrai changement et faire fi finalement de ces violences? Oui, c'est une bonne question et la silence, ça ne nous protège pas. Ça garde cette culture d'impunité dont on a parlé, hein, vous l'aviez dit. Et donc, c'est peut-être contre nos intuitions. On pense, oh là là, c'est pas bien, je ne vais pas en parler. Mais finalement, ça nous garde emprisonnés quelque part dans ces tabous. En même temps, il faut aussi le reconnaître, si on est seul à sortir du silence, on est souvent puni, on est stigmatisé, on est isolé. Et donc, ce que le mouvement MeToo a montré, c'est que bien, la raison pour laquelle ça a marché, c'est parce que les femmes ont collaboré. C'était un mouvement. C'était beaucoup de femmes qui disent en même temps, moi aussi, moi aussi. Et donc, c'est ça aussi que j'essaie de faire avec le network, c'est de connecter les femmes. Parce qu'on n'est pas une minorité. En fait, dans beaucoup de pays au monde, on est la majorité. Par contre, on est souvent isolés. On est isolés dans nos maisons. Nous sommes aussi isolés au travail parce qu'il y a des niveaux de gestion où on trouve très très peu de femmes, sinon aucune femme. Et il y a des équipes ou des secteurs d'informatique, de gaz, tous ces secteurs dits STEM, je ne connais pas le mot en français. Les STEM en fait. Oui, voilà. Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Voilà, les STEM. Donc, où on trouve très peu de femmes. Et donc, on a peut-être tendance à penser qu'on est seul. Ouais. Et donc, ce que j'ai essayé de faire avec ce network, bon, d'abord, moi, j'avais quelques petits soucis liés au fait que j'étais une femme professionnelle qui gérait une famille de 3 enfants, qui travaillait à temps plein. Donc, je me suis dit, je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, je vais chercher les autres. Et je les ai trouvées, très nombreuses d'ailleurs, on est environ 450 maintenant. Et donc, on communique, on s'entraide. Et donc, je pense que c'est ça la clé, c'est de se connecter et de s'organiser et de sortir aussi, d'être solidaires entre nous. Et on n'est pas encore là. Je pense qu'il y a encore des sujets tabous aussi parmi nous. Parce qu'on subit des violences, mais on les cache, on subit en silence parce qu'on a une réputation à sauvegarder, on a un bon travail qu'on ne veut pas perdre, on est bien respecté dans la communauté, mais on a déjà créé un genre de complicité entre nous, on partage et on célèbre aussi nos succès. Donc on ne se voit pas en compétition, mais en ami, en appui. Et donc, je suis convaincue que si on va de l'avant de cette façon, on va pouvoir changer les choses de notre côté. Et bien évidemment, s'il s'agit de violences basées sur le genre, on n'est pas seul. Donc, il y a aussi un changement de la part des hommes, une autre définition de la masculinité
dont on a besoin. Mais là, nous ne sommes pas les mieux placés. Et là, on fait appel aux hommes justement de nous aider dans cette démarche. Je pense que les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres n'est pas un mouvement qui concerne les uns et les autres. Ça nous concerne tous, hommes et femmes ensemble. Nous devons travailler ensemble pour bâtir des familles épanouies et une société épanouie. Les violences, comme le disait notre collègue Alonga, la violence, d'où qu'elle vienne, doit être condamnée. Parce qu'elle affecte et les hommes et les femmes à la fois. Nous en subissons dans notre foyer. Celle que nous appelons, celle que nous considérons comme notre femme, aujourd'hui, elle peut être notre nièce, elle est notre sœur, elle est notre, c'est pas moi, tante paternelle ou maternelle qui est affectée par la violence. Ce qu'elle subit, je ne suis pas content de ça, je ne suis pas fier de ça. Je n'aimerais pas que ça puisse se répercuter pour une autre personne. Donc, sachez très bien, je veux que les femmes aujourd'hui réalisent à travers le monde que les hommes sont sensibles. Les hommes n'aimeraient pas rester avec cette image-là de criminels et d'hommes violents. Non, nous ne naissons pas avec un germe de violence en nous. Non, nous l'apprenons, c'est la société qui nous l'apprend. Et ça, c'est très important de le retenir. Et je dis, oh garçons ou filles, nous naissons et nous tétons tous le sein maternel qui ne transmet pas la violence chez les garçons et la gentillesse chez la femme. Non. Nous devons prendre tous une action commune en faveur en vue de bâtir une société et un avenir meilleur pour tout le monde. Donc, pour conclure, je vais inviter aussi Lucie pour que son mouvement ne puisse pas laisser les hommes derrière. Non, nous voulons être avec vous. Nous voulons collaborer avec vous. Nous voulons entrer dans cette marche et dans cette dynamique-là ensemble pour que nous puissions changer notre société aujourd'hui. Et justement, cette question fait appel aussi à une autre question qu'on a souvent de la part des hommes, que la lutte pour les droits des femmes, etc., les hommes sont ostracisés, ils sont mis de côté de manière claire. On parle du féminisme, on dit que le féminisme, voilà, ce sont que des femmes, alors qu'on sait bien sûr qu'il y a des hommes féministes. Mais qu'est-ce qu'il faut répondre finalement? Quelle est la meilleure réponse à cela? Est-ce que les hommes peuvent réellement être mis de côté et quelle est leur position finalement dans cette lutte? Moi, ce que je dis, c'est que pour des siècles, parce que dire des années, c'est pas juste. Des millénaires d'ailleurs. Oui, des millénaires. Il y a vraiment les hommes qui ont pris toutes les tables, toutes les chaises, tous les tapis et même le plafond, et ils ont créé des normes que maintenant on accepte comme normales. Et je me dis qu'il y a une blessure tellement profonde parmi les femmes qu'elles doivent d'abord les reconnaître entre eux-mêmes pour qu'elles deviennent fortes. Parce qu'on a toujours des tabous. Il y a des choses que Lucie peut dire et je dis waouh, non. Et il y a des choses que... Donc, moi, je me dis que c'est important que les femmes se rencontrent parce que je pense avec tous ces millénaires de compétition féminine, on nous apprend de ne pas avoir confiance à l'autre femme, on nous apprend que les femmes on est tous en compétition pour gagner l'attention de l'homme. Et maintenant, c'est maintenant que le mouvement féministe, ça fait peut-être que, je ne sais pas, il y a 60 ans qu'il est là, à essayer de rendre à la femme cette autonomie. Et c'est toujours très difficile qu'on l'accepte. Parce que c'est nous qui au fait, qui perpétue le système patriarcat. C'est pas mes oncles qui me disent soumis-toi. C'est pas mes oncles qui disent ça. C'est pas mon frère qui me dit il faut laver les pieds de ton mari quand il rentre. C'est les tantes. Donc c'est tellement entré que je me dis qu'il faut quand même assez d'années
pas une séparation totale, hein, mais il y a besoin d'une certaine communauté sécurisée pour que les femmes se rencontrent, se retrouvent et retrouvent leur voix. Et après ça, on va commencer à communiquer nos problèmes aux hommes et tout. Mais c'est vraiment très délicat. Et ce que moi je dis, c'est si les hommes veulent participer, la meilleure chose c'est de venir et écouter. Parce que les hommes, des fois, ils veulent donner les conseils, oui, non, et reprendre ce micro-là qu'on essaye tellement de construire. Ils viennent, ils disent, nous aussi on a des idées, mais comment est-ce que vous allez avoir des idées sans avoir écouté ce que vous avez fait pour 6000 ans? Mais est-ce que dans ce cas-là, si on dit, voilà, les hommes, restez un peu à côté, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire, voilà, on est toujours dans cette position, entre guillemets, où on n'est pas nécessairement tellement fort. En fait, c'est un peu du protectionnisme, c'est ce que font les gouvernements. C'est un peu du protectionnisme, si je peux un peu en parler. Il y a besoin que les femmes, parce que même ces milieux sécurisés n'existent pas vraiment, il y a besoin que les femmes se rencontrent comme elles le font et parlent et reconnaissent. Parce que sans connaître que vous avez une plaie, vous n'allez pas aller à l'hôpital. Et après ça, quand on reconnaît, ok, ça vient d'où, c'est quoi les racines de cette violence-là, c'est quoi. Et maintenant, on peut adresser ça aux hommes qui sont prêts à écouter. Et moi, ce que je conseille aux hommes, c'est ils peuvent s'asseoir aussi, comme des hommes comme Prudent, et dire on a vraiment blessé les femmes, on a fait des millénaires, il n'y a pas de présence de femmes dans des milieux comme ça. Comment est-ce qu'on va utiliser notre privilège pour ouvrir des portes pour les femmes? C'est comme ça qu'on va créer cette égalité-là. Sinon, je ne sais pas. Lucie? Oui, je suis d'accord, en fait. Si on regarde le monde autour de nous, c'est un monde d'hommes. Hein? Et si on regarde par exemple les PDG dans le monde, je pense que c'est autour de 4-5% qui sont femmes, 4 à 5%. Pour l'Afrique, c'est 5%. Et donc, il y a un grand écart. Si on regarde même dans nos milieux de travail, on voit que oui, celle qui fait le ménage, peut-être celle qui sert, qui donne le café, c'est une dame, mais souvent au niveau supérieur de la gestion, on trouve beaucoup d'hommes. Et donc on est face à cette pression continue de faire la compétition avec les hommes, d'être aussi sous l'attaque, on nous regarde, on regarde ce qu'on porte, comment on se comporte, on nous scrute vraiment, hein, par rapport aux hommes qui ont beaucoup plus de liberté, aussi de faire des petites gaffes, de rentrer ivre. Vous pouvez faire beaucoup de choses et on dit « Ah, c'est un homme, ça arrive », tu vois. Mais si c'est nous et on fait une erreur, alors là, c'est très sévère, on est puni, on est viré, des choses comme ça. Donc, on a besoin de cet espace, comme elle a dit, cet espace sûr, protégé, où on peut juste être Lucie et Dominique et Novella. On ne doit pas toujours être sous nos gardes. Donc, aussi, si on regarde par exemple les hommes, le networking pour vous, c'est à tout moment de la journée, c'est chaque soir au cabaret. Et nous, surtout nos autres qui ont des familles, qui ont des enfants, on rentre, on se soucie s'il y a du lait à la maison, s'il y a du pain. Et on veut être là pour les lire une histoire avant de dormir. Donc on a beaucoup moins d'opportunités de se retrouver entre femmes et parler de ce qui se passe dans le monde, d'échanger des conseils pour trouver une promotion, un nouvel emploi. Et donc, j'ai créé ça pour nous. On doit être plus organisés parce qu'on ne peut pas aller dans le bar à n'importe quel moment et nous retrouver entre nous. Donc, on doit se planifier. Mais c'est ça que j'ai essayé de faire. Et étant donné qu'il y a une grosse demande, je pense, on a beaucoup de membres, je pense que ça vraiment répond à une demande. À une demande, oui. Alors, ce que Dominique et Lucie nous disent en clair, c'est que les hommes ne sont pas encore réellement vus comme des partenaires, mais on a un peu cette ombre, entre guillemets, de potentiel perpétrateur. Enfin, une femme sur 3, ça veut dire que c'est à peu près
ça peut être n'importe quel homme finalement. Donc on se dit, qu'est-ce que vous leur répondez finalement? Ce que je peux dire clairement à Longa et à Lucie, c'est de ne pas imaginer qu'il y a un agenda, il y a un programme spécial pour les femmes et qui ne concerne pas les hommes. Non, nous partageons une même vie. Nous vivons sous un même toit, nous vivons dans une même famille, nous vivons dans une même société. Et ces milieux-là, la famille, la société, le lieu de travail, étant donné que nous sommes ensemble, nous devons gérer la chose publique, la chose commune, ensemble. Il n'y a pas un programme spécial, spécifique pour les femmes. Comme le disait Lucie tout à l'heure ici, les responsabilités familiales. Les responsabilités familiales doivent être partagées par l'homme et par la femme. Mais ce qui est fait pour mes enfants me concerne. Ce sont mes enfants. Et je dois me sentir, en tant que père, en tant que père, je dis, mon rôle ne se limite pas seulement à engendrer, à donner naissance. Non. Changer mon fils, donner à manger à mon fils qui ne sait pas manger, c'est bon. Faire les devoirs avec mon fils, avec mes enfants. Faire le ménage. Le ménage, ça me concerne. J'aimerais peut-être juste, parce que je pense que la discussion est très intéressante, mais on a aussi des chiffres qui montrent que, notamment, et ça se passe en milieu rural, mais aussi voilà, en milieu urbain, aux quatre coins du monde, quand les femmes prennent plus de pouvoir, entre guillemets, qu'elles ont une position professionnelle, par exemple, ou qu'elles sont en politique, elles subissent plus de violence à leur égard. Par exemple, si elles rentrent à la maison, on va dire, voilà, où étais-tu, que faisais-tu, etc., etc. Et ça, quand c'est un homme qui a des tendances violentes, entre guillemets, voilà, ça va engendrer des coups dans le milieu public, mais aussi au niveau en ligne, tout simplement, sur les médias sociaux, par exemple, etc. Oui. Il y aura davantage de violence. Comment expliquez-vous cela? Moi, je vous dirais que on parle de l'émancipation de la femme, mais permettez-moi aussi d'employer un vocabulaire aussi similaire, l'émancipation de l'homme. Okay. Il y a certains hommes qui ont besoin d'être émancipés et de savoir que la femme a quelque chose à apporter pour le bien de la famille et de la société en général, au même pied d'égalité que l'homme, etc. Ouais. Et que l'homme et la femme. Nous étudions dans les mêmes universités, nous suivons les mêmes stages professionnels. Donc, assumons que nous sommes au même pied d'égalité, au point de vue renforcement des capacités. Ce pays renforce les capacités de l'homme et de la femme au même degré. Il n'y a pas de discrimination. Nous devons maintenant, il est temps vraiment d'abandonner, ces vieilles mentalités, ces vieilles conceptions du temps passé et de voir l'avenir. Et l'avenir, nous le voyons déjà à partir d'aujourd'hui, 2018. Où est-ce que nous sommes en tant que pays, en tant que le Rwanda? Où est-ce que nous sommes maintenant? La prise de conscience que nous avons de savoir que ma femme, si ses capacités sont renforcées, si elle a un bon poste, c'est un grand avantage pour ma famille. Et ne pas percevoir cela comme un danger ou un risque. Et la majorité des hommes aujourd'hui, ils sentent, dès qu'on parle de genre, oh là là, encore les femmes. Alors que le genre, bien sûr, c'est les hommes et les femmes. Il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. Vraiment, je ne vois pas en quoi on peut se renier ce privilège-là de sentir que ma famille fait un pas en avant lorsque ma femme a l'opportunité de contribuer à l'épanouissement familial. Si elle a plus d'opportunités que moi, je ne dois que me réjouir. Et on sait que l'inégalité à l'égard des femmes est responsable peut-être de 900 et quelques milliards de dollars sur le continent, ce qui pourrait nous aider à notre développement. Revenons sur cette question de la violence en ligne. La cybercriminalité qui touche davantage les femmes, que ce soit le harcèlement, que ce soit... Quels sont peut-être les moyens finalement parce que c'est une toute nouvelle forme de violence.
Comment est-ce qu'on fait face à cela? Avant, je me dirais qu'on devrait définir cette cyberviolence. C'est que les cas qui surfacent le plus souvent, c'est les photos qui sortent de femmes qui ont été prises par leur partenaire intime et ça sort. Et moi, il y a une fois que je me suis demandé pourquoi est-ce que quand on voit toujours chaque matin, on peut compter avant d'aller au travail, il y aura peut-être 5 à 10 jeunes hommes qui font pipi sur la route. On a vraiment sexualisé le corps de la femme que même une photo, il y a tellement de honte. C'est pour ça la poitrine de l'homme et la poitrine de la femme, on a appris à la société de voir ça différemment. Et maintenant, c'est utilisé comme un weapon, une arme contre la femme. Et ça, pendant qu'il parlait d'envisager le futur, planifier pour le futur, comment est-ce qu'on va arrêter d'apprendre à la petite fille? Parce que je vois ça toujours, on apprend à la fille que son corps est une chose dont elle doit avoir honte. Couvre-toi, ne montre pas tes bras, ne montre pas tes hanches, ne montre pas tes genoux. On a vraiment, donc quand la photo de ses hanches sortirait, ça renforce cette honte-là. Et les hommes, bien sûr, ils l'ont appris et ils l'ont utilisé maintenant, ils l'utilisent comme une arme contre la femme. Est-ce que ça peut faire écho, par exemple, au cas qu'on a eu de la rappeuse qui avait une photo, etc. et qui oui. a... Bien sûr, et ça, il y a toujours des mots assez mignons. C'est contre la culture, la femme montrer ses bras, c'est contre la culture, la femme... et on utilise la culture, la religion pour vraiment rendre la femme silencieuse. Parce que c'est une autorité suprême. Ouais. Et la deuxième chose, je dirais, c'est avec ce mouvement de femmes qui commencent à parler et s'exprimer, on utilise la voix de la femme contre elle-même. Tu parles trop, tu ne trouveras pas de mari, tu parles trop, you're too loud. Et ça, c'est aussi une autre manière dont les femmes sont abusées sur les espaces sociaux. Et il y a les DM, les messages privés où on te dit on va te tuer, tu n'auras jamais d'enfant. Et on attaque vraiment la femme parce qu'elle a pu utiliser sa voix, pas seulement pour elle-même, mais pour les autres femmes qui n'ont pas cette opportunité-là. Donc, de un, on doit vraiment arrêter de sexualiser le corps de la femme plus que le corps de l'homme. Même quand on voit un homme qui fait ses petits besoins sur la route, on ne pense pas à ses génitaux comme ça. Mais une femme qui a une chemise un peu basse, qu'est-ce qui s'est passé là? Et on doit vraiment se demander, et on doit aussi apprendre aux femmes que leur corps n'est pas un objet de sexe. Et si cette femme comprend que mon corps n'est pas un objet de sexe, elle va m'encourager quand... elle ne va pas aussi m'abattre quand ma photo sortira. So, there's a lot... Il y a pas mal. Alors, il nous reste quelques minutes. On va juste prendre quelques questions du public et puis on revient avec les commentaires. Alors, questions du public? Il me reste exactement... Alors, les questions du public, on a d'abord une première question sur le problème des lois. On a une question sur le fait que les victimes, notamment des violences basées sur le genre, victimes de viol, etc., n'ont pas facilement accès à la justice parce qu'il n'y a pas facilement de preuves officielles, entre guillemets. Alors, on a des lois qui sont très importantes, bien sûr, pour faire changer les mentalités, mais l'accès à la justice est encore un problème. Est-ce que vous travaillez sur ces questions, notamment Oui. En communauté, Ramrek opère dans 19 districts dans le pays. Et nous avons des structures communautaires qu'on appelle Umugoroa Vieyi, que nous animons et dans lesquelles on apprend à la communauté, nous animons des séances
dans lesquels les couples en conflit ou bien les membres de la communauté se prononcent sur certains cas qui sont de violence, qui s'opèrent dans les familles, en silence ou bien de manière ouverte. Parce que, mine de rien, là où il y a les violences en famille, vous voyez aussi des répercussions sur les enfants. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça, par exemple, quand on veut poursuivre le violent, entre guillemets? Justement, les informations qui sont recueillies déjà au niveau de la communauté de base et rapportées déjà aux autorités au niveau de la cellule ou bien du secteur, et finalement même au niveau du district où les services de MAJ essaient aussi de prendre les cas et à la longue d'apporter tout appui nécessaire pour apporter la justice à la famille. Oui. Donc c'est un processus, et il faut dire que ça c'est au Rwanda, mais dans la majorité des pays, du moins en Afrique, c'est encore un gros problème. On a une seconde question qui dit que souvent quand on parle des questions de violence basée sur le genre, on se focalise sur les femmes, mais certains hommes subissent les violences basées sur le genre, et notamment ceux qui font partie des catégories LGBT. Voilà, LGBTQ, c'est-à-dire des catégories d'orientation sexuelle qui ne sont pas dans les normes hétéros. Qu'est-ce que vous en dites en 2 secondes? C'est vraiment controversé, et je pense qu'on en a parlé un peu avant d'entrer sur live. Mais je me dis que les droits de l'homme ne devraient pas être limités. Il y a beaucoup de cas en ligne sur surtout les femmes transgenres parce que la communauté n'accepte pas leur identité et ça conduit au suicide et toutes sortes de choses. Je me dis que on devrait retourner sur les racines. Qu'est-ce qui cause qu'on voit qu'une personne n'ait pas le droit de s'exprimer comme elle a besoin de s'exprimer? C'est toujours la culture ou la religion. On dit non, ne sors pas de ce box. Je pense que c'est aussi en général comment est-ce que les rôles sociaux sont construits, mais aussi la question du pouvoir finalement, parce que on dit qu'un homme a plus de pouvoir, a plus de force, etc., etc. Et ça amène certains problèmes. Une dernière question qui, je pense, à laquelle vous pourriez nous aider à répondre. L'une des personnes sur les médias sociaux parle du problème d'harcèlement sexuel dans le domaine professionnel, et on voit qu'il y a de plus en plus, comme elle le dit, de problèmes d'harcèlement sexuel qui viennent peut-être dans les yeux du public, entre guillemets, et dans de grandes institutions. Et pourtant, ces institutions et tous les pays ont des lois contre ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut clairement pour que ça arrête finalement? Parce que les lois sont là, on en parle, il y a des règles, on essaie de faire des campagnes, etc. Mais il semblerait qu'il y a encore des cas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre ça? Je pense que la racine, c'est l'inéquilibre dans le pouvoir. Et souvent, ces cas sont des cas où il y a une stagiaire, par exemple, et un homme qui est détenteur de pouvoir, qui a le pouvoir de donner un emploi, qui veut quelque chose en contrepartie. Je pense que dès qu'on a plus de femmes en position de leadership, la culture aussi changera. Donc ça, c'est une approche à long terme. Dans l'entretemps, il faut aussi des politiques au niveau des entreprises et des procédures. Il faut sensibiliser les gens, les former sur cette problématique, parce que je vois même dans notre network beaucoup de... et dans aussi les différents milieux de travail, on ignore qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui est vraiment un harcèlement sexuel et qu'est-ce qui est juste... être un peu gentil, spontané, amical. Donc, on a aussi besoin d'informer les gens, autant les femmes que les hommes, sur cette question. Et c'est très important. Je pense que beaucoup d'entreprises ont peur d'adresser cette question.
savent pas très bien, est-ce que si on en parle, peut-être ça va venir dans les médias, peut-être c'est pas bien, peut-être on va ignorer et espérer que ça va pas arriver chez nous. Je pense pas que c'est une bonne approche. Je pense qu'il faut en parler, il faut avoir des procédures et des politiques, briser le silence. Ouais. Mais aussi, il y a aussi des entreprises qui ont tout ça, mais où les gens ont toujours peur de rapporter. Parce qu'ils se disent, voilà, ça ne va pas aller, ça va pas aller oui, ça va. Et puis ça va rester... Voilà. Alors, on approche de la fin de l'émission, mais j'aimerais peut-être avoir juste une dernière question des médias sociaux. Deux questions, d'ailleurs. On a un commentaire de M. Doussabé qui dit que tous ces défis liés à l'administration des preuves en cas de violence basée sur le genre ne devraient pas rester sans solution. Il suffit que les organes habilités en prennent acte et réagissent par les réformes nécessaires. Donc j'espère qu'on a des gens qui entendent, entre guillemets, de l'autre côté de l'écran. Et puis, un commentaire encore une fois, il me semble que vous oubliez les spécificités entre genres. Le problème n'est pas de faire jouer à la femme exactement les mêmes rôles que l'homme, qui permet en fait de nous rappeler que voilà, il faut pas que les hommes, que les femmes deviennent une autre version des hommes. Une autre version des hommes pour pouvoir se faire accepter. Il faut qu'on se fasse accepter avec notre féminité, nos hauts talons, etc., etc. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette discussion. Je pense que c'était très intéressant. J'espère que ça a été intéressant pour notre public aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis et pour les questions et les commentaires. Et bien sûr, la conversation continue sur les médias sociaux. Mais quelques points peut-être saillants de cette discussion. On en parle. On a parlé de la culture du silence qui doit arrêter à tout prix parce que c'est elle qui perpétue finalement ces violences basées sur le genre, que ce soit de la part des hommes et des femmes qui devraient peut-être être davantage soutenir les autres femmes à travers les réseaux, à travers aussi tout simplement ces safe spaces ou les espaces sécurisés où elles peuvent s'exprimer. Et puis on a parlé aussi de l'importance finalement de collaborer entre femmes d'abord. N'en déplaise aux hommes. Les hommes sont bien sûr de partenaires importants, mais les femmes, et on l'a vu lors de la campagne MeToo, comme vous l'avez dit, c'est important que les femmes viennent entre elles et s'expriment et expliquent ce qui se passe finalement. Et la stigmatisation de la part des hommes et des femmes, quelquefois, des victimes de violences basées sur le genre, et aussi tout simplement briser les tabous et arrêter avec l'inéquilibre, le déséquilibre du pouvoir qui perpétue et qui crée d'autres opportunités pour des violences pareilles. Alors voilà, c'était juste une petite contribution sur cette question des violences basées sur le genre. Et nous sommes toujours dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre jusqu'au 10 décembre. Alors vous aussi, où que vous soyez, mettez peut-être votre pierre à l'édifice, soyez en orange, parlez-en. Hear Me Too, c'est le hashtag Orange the World. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur l'image de l'Afrique. Au revoir.